Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter l'exposé sur les expositions coloniales. Tout d'abord nous allons définir les termes du sujet. Ici, alors qu'est-ce qu'une exposition? C'est une action de mettre en vue, une représentation publique de produits, un ensemble d'objets exposés. Dès le 19e siècle, les expositions universelles et coloniales se présentent comme de véritables pièces de théâtre. Les expositions universelles sont le symbole de la modernité. Les pays participants y rivalisent pour, euh, pour, euh, pour exposer leurs meilleures créations techniques, industrielles, commerciales, artistiques et architecturales. Ces événements accélèrent le développement urbain et affirment de perspectives nouvelles et apportent modernité dans les transports et infrastructures. L'exposition universelle présente toutes les branches du savoir, y compris celle du savoir de l'Empire colonial, notamment en Angleterre, en Allemagne et en France. Il est vite devenu indispensable de montrer aux habitants les différentes facettes des colonies, autant pour justifier celles-ci que pour exalter les bénéfices. Nous observons un lien très fort entre ces expositions universelles et coloniales. Et plus tard, on retrouve les colonies dans des manifestations spécifiques, entièrement dédiées à elles. Donc ici, nous pouvons voir un bref recensement des expositions universelles et coloniales. Donc du coup, j'ai choisi la date de commencement en 1883 et la dernière, enfin pas tout à fait la dernière, mais elle s'est passée en 1931 à Vincennes, à Paris. Il y a eu d'autres expositions coloniales qui se sont maintenues quasiment dans toute la France, notamment à La Rochelle, Anvers, une seconde fois à Marseille. Et l'exposition de Vincennes opère un tournant décisif dans l'empire colonial français. Dans ce cas-là, nous pouvons nous demander à quels objectifs et besoins répondent les expositions coloniales et comment ces événements traduisent une partie des mœurs de l'époque. Donc voici le sommaire. Tout d'abord, dans un grand 1, nous allons voir le contexte et exemples éminents, les liens entre les colonies et métropoles et un recensement des expositions universelles et coloniales. En grand 2, le projet des expositions coloniales avec une organisation spatiale et des représentations. Et puis dans un petit 2, les objectifs et utilités. Et puis dans un grand 3, nous observerons le climat de crise de colonisation et la contre-exposition avec le rôle des réactionnaires et le renforcement du nationalisme. Puis une exposition anti-impérialiste. Donc du coup, dans notre grand 1, nous allons voir le contexte éminent. L'empire colonial est un ensemble, est l'ensemble des territoires conquis, exploités et dominés par un État étranger. Ces territoires dépendent de la métropole et cette colonisation s'accélère au XIXe siècle, en lien avec l'industrialisation et le contrôle des échanges commerciaux à l'échelle planétaire. On retrouve deux grandes puissances du XIXe siècle sur le podium avec l'Angleterre, donc du coup qui est représentée en jaune, en jaune sur la carte. Donc avec le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Ensuite en Afrique du Sud, en Amérique et en Afrique, on retrouve les colonies en Égypte, au Soudan et en Tanzanie. Et puis la France, qui est plus petit que l'empire anglais, donc au Maghreb, en Algérie, Maroc, Tunisie, mais aussi en Mauritanie, au Tchad, au Sénégal, au Gabon, et puis Madagascar, et puis quelques colonies en Asie, au Vietnam, au Cambodge et Laos, et d'autres régions comme la Polynésie française, l'Inde et la Nouvelle-Calédonie. Donc du coup, la France est en vert sur la carte. Mais on compte également d'autres empires coloniaux comme la Belgique, l'Allemagne avec le Togo et le Cameroun, et elle a quelques comptoirs en Chine. Les territoires cités pour les deux géants européens, ce sont les territoires retrouvés et exhibés lors des expositions universelles et coloniales. Donc dans notre petit 2, du coup c'est le même tableau, le recensement des expositions coloniales. Et je vous laisse l'admirer quelques secondes. Hop. Et puis notre deuxième partie concerne la mise en place du projet, exemple des expositions coloniales. Donc du coup, dans un premier temps, l'organisation spatiale et les représentations. Donc du coup, si dans un premier temps, les pavillons coloniaux ne sont représentés que comme une infime partie dans les expositions universelles, par exemple le village noir qui a été présent dans l'exposition universelle de 1889, c'est le symbole de l'archaïsme.
Et l'emplacement de ce village n'est pas anodin parce qu'il se trouve au pied de la Tour Eiffel, et donc du coup la Tour Eiffel est le symbole et l'allégorie du progrès technique. Ces expositions coloniales se mettent rapidement en place à la fin du 19e, et l'espace réservé au colonialisme s'accroît considérablement après 1889. Il s'agit de séduire le public métropolitain en le familiarisant avec ses possessions lointaines. Et comme nous l'avons dit en introduction, ces expositions se présentent comme de véritables pièces de théâtre, avec des décors exotiques, des objets animés et inanimés, et surtout avec des exposants et des exposés. Les expositions coloniales reflètent deux mondes qui semblent s'opposer. Donc d'un côté, on a l'Occident, avec ses techniques industrielles, une capacité d'innovation indomptable et une société rationalisée. Et puis d'un autre côté, on a les sociétés dites primitives, représentées à travers l'image du sauvage et de l'indigène. Et ces autres sociétés se caractérisent par leur conservatisme, un refus, qui n'est pas totalement un refus, du progrès technique et leur incapacité à assimiler le concept de modernité. Donc là c'est vraiment, je parle avec la pensée du 19e siècle. Et cette conception de modernité est vue comme un fer de lance pour les sociétés industrialisées. Donc du coup, que trouve-t-on dans les expositions coloniales? L'architecture joue un rôle privilégié, elle sert à signifier quelque chose et constitue une image symbolique des populations asservies. Les pavillons sont présents, sont des monuments gigantesques, exaltant la mission des pays colonisateurs à travers des styles et des traits architecturaux en fonction des territoires qu'ils représentent. Donc par exemple, là nous avons le pavillon Amer-Picon, normalement qui est un alcool, lors de l'exposition coloniale de Marseille en 1906. Aussi, les expositions coloniales doivent attirer un public varié et nombreux qui n'a souvent aucune connaissance de ce qui se passe dans l'empire colonial. Et afin de faciliter sa lecture et sa compréhension, elle est mise en valeur grâce à des méthodes et des outils qui obéissent à un cadre pédagogique et ludique. Donc du coup, avec l'équitage des produits qui rendent leur compréhension plus aisée, les minéraux, les végétaux, mais aussi tout ce qui est aliments, et qui sont classés en fonction de leur provenance géographique. Une possibilité pour le spectateur d'avoir un contact direct avec les produits et les objets. On y trouve également des maquettes, des reproductions à échelle réduite avec l'emploi de nouveaux matériaux. Et on y trouve également des attractions lucratives, des villages ethnographiques, des zoos humains, quoi. Et ce phénomène d'exhibition est associé au freak show, et met en lumière les conditions de vie et de survie des exposés, du coup. On a vraiment une curiosité chez l'être humain de voir ce qu'il ne connaît pas, et donc du coup le sauvage est à leur porte et à disponibilité. On a aussi quelques animaux caractéristiques qui accompagnent ces populations, et ça rappelle que les indigènes étaient beaucoup plus proches du monde animal que du monde de l'humanité. Il y a une proximité entre les deux. Et donc du coup, là on peut voir l'exposition coloniale de Vincennes avec les indigènes, mais aussi en Australie, et on voit bien l'image de l'indigène qui n'est pas comme nous, il n'est vraiment pas comme nous, la pensée du 19e siècle. Et donc du coup, voici l'affiche de l'exposition coloniale internationale de Paris en 1931, donc du coup le tour du monde en un jour. C'est au lendemain de la Première Guerre mondiale, on a une France qui est sortie meurtrie de la Grande Guerre, et on sent les prémices de la crise économique, et les colonies apparaissent comme un réel débouché pour la France. L'exposition coloniale se tient à Vincennes, et c'est le maréchal Lyautey, un ancien résident général au Maroc, qui assure l'exposition. Et elle tente de promouvoir une image de la France impériale à l'apogée de sa puissance. On a 8 millions de visiteurs venus accomplir le tour du monde en un jour. Donc du coup, on peut voir 4 représentants du monde avec un caractère anonyme, mais ils ont des stéréotypes identifiables. C'est un empire colonial français qui se veut protecteur de ses colonies. Et par exemple, en arrière-plan, on retrouve le temple d'Angkor, donc, qui est présent dans les expositions depuis 1889. Et donc du coup c'est une propagande de l'exposition par l'image. Pourquoi ces expositions et dans quel but? Donc du coup c'est notre deuxième sous-partie. Tout d'abord, la colonisation et les expositions se justifient par une mission civilisatrice. Donc du coup c'est une théorie imaginée en France et dans d'autres pays
européens qui se considèrent les seuls pays civilisés et donc du coup qui ont eu pour mission de civiliser les autres pays, les populations non européennes. C'est aussi un intérêt économique. Tout d'abord parce que le pays colonisateur exporte des produits et importe des richesses nécessaires à son économie. Et ces expositions permettent d'insister sur les bénéfices rapportés par ces transactions et aussi de sensibiliser le citoyen par l'aventure coloniale. Donc du coup, coloniser signifie donc protéger le marché colonial, le marché, pardon, et le sauvage est défini comme un collaborateur dont son rôle est fondamental dans l'accroissement du capital. L'exposition doit provoquer chez le visiteur une illusion d'un voyage dans le monde colonial, exotique, mais c'est aussi une vulgarisation des connaissances par la présence de produits, objets et personnes qui sont capables d'aider à la construction, mais aussi à la diffusion d'un discours colonial quasiment impérialiste, même impérialiste. Donc du coup, dans notre troisième partie, nous allons voir la crise de la colonisation et la contre-exposition, et le déclin de ces expositions coloniales. Tout d'abord avec le rôle réactionnaire et le renforcement du nationalisme. Donc du coup, l'exposition qui a lieu à Vincennes, inaugurée le 6 mai jusqu'au 15 novembre 1931, entraîne un essor de la réflexion anticolonialiste. On retrouve pendant l'entre-deux-guerres un engagement contestataire tout d'abord des intellectuels, donc avec la création du mouvement surréaliste, avec des auteurs comme André Breton, Paul Éluard, Louis Aragon et René Char. Et on a une distribution de tracts surréalistes qui fut diffusée afin d'alerter l'opinion publique, comme celle-ci ne visitait pas l'exposition coloniale. On observe aussi un engagement contestataire au niveau de la politique, avec l'exemple du PCF, donc du Parti communiste français, mais aussi Léon Blum, qui est juste ici. Donc on retrouve la phrase « moins de fêtes et de discours, plus d'intelligence humaine » dans un éditorial du Populaire. Et donc du coup, on peut voir cette image de propagande 100 ans de domination française. Donc du coup, c'est une affiche sous le drapeau du PC et de la CGTU, donc la Confédération Générale du Travail Unitaire ou Unifié. Cette affiche représente un homme enchaîné à un poteau avec la tête basse et des écritures autour de lui. Donc du coup, sous le poteau, on remarque des matières premières récoltées par les hommes et ses camarades, destinées à être exportées en France, mais aussi dans d'autres pays. Et donc du coup, cette affiche c'est une dénonciation d'un travail forcé, un pillage des richesses dans les colonies, et elle incite à la révolte pour l'indépendance des colonies, donc avec la phrase juste ici, « Debout pour l'indépendance des peuples coloniaux ». On a aussi une résistance de la part des États dans les colonies, donc par exemple avec des contestations nationalistes comme Messali Hadj, qui est le créateur de l'étoile nord africaine, mais aussi la création d'un parti communiste indo-chinois en 1930. Puis, dans une deuxième sous-partie, on a toute une exposition anticoloniale. Donc, cette exposition est appelée dans le journal L'Humanité le 6 avril 1931. C'est une exposition anticoloniale qui se prépare et elle ouvre ses portes le 19 septembre 1931. Donc, du coup, avec la vérité sur les colonies. Elle comporte 3 sections. Donc, une rétrospective de la colonisation, avec les crimes de conquête coloniale, les troupes coloniales perdues lors de la Grande Guerre. Une seconde salle entièrement consacrée à l'URSS. Et s'ensuit des tableaux montrant les pillages des colonies par l'impérialisme. Et elle est restée ouverte jusqu'en 1932, mais la contre-exposition n'a pas eu le succès attendu par ses organisateurs et on a eu à peu près 5500 visiteurs. Donc du coup, en conclusion, ces expositions avaient donc 2 dessins principaux. D'une part, elle était dirigée par les grandes puissances européennes. Elle constitue une mise en scène de leur pouvoir et influence géopolitique. Ces expositions coloniales desservent le développement d'un patriotisme fort. Si les contestations restent minoritaires, elles permirent de déboucher sur la naissance des mouvements décolonialistes en France et nationalistes dans ces colonies. Je vais me dépêcher parce que j'ai plus beaucoup de temps. Et donc du coup, les expositions sont une nécessité politique intérieure et elles permettent d'affirmer son éclat à l'Europe. Donc du coup, voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et voici la bibliographie.